Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, c'est Radio Grand Lac 92.1 FM et le Nouvel Entrepreneur encore, ça fait 2 ans et demi quand même, donc on n'a pas fini de vous parler d'entrepreneuriat, d'opportunités, de témoignages, etc. Et avec toujours autant que possible des profils différents, nouveaux, parfois insolites, comme apparemment le vendredi 13, il y aura un profil très insolite. Mais on essaie en tout cas de vous apporter des tips et des retours d'expérience sur ce que c'est que d'être un entrepreneur, de se lancer et de tout ce que ça comprend. Donc des domaines très différents à chaque fois et aujourd'hui ne fait pas exception. On va vraiment être dans des trucs complètement différents. Alors il n'y a que des hommes aujourd'hui, d'habitude on me dit il n'y a que des filles dans ton émission. Et aujourd'hui voilà, on fait l'inverse. Comment ils vont les garçons ? Très bien, super. On avait dit près du micro. Très bien, voilà. Ça va. C'est vachement mieux. Donc 3 garçons aujourd'hui et pas des moindres. Attention, je vous vends les mecs. Et on va parler, entre autres, on commencera avec de la voiture, de la bagnole, du char pour les Québécois, et ou de la charrette pour les Provençaux. Oh, oui, merci. Petit bug. Alors hier, pour expliquer si j'ai des petits bugs aujourd'hui, c'était la soirée des réseaux. Donc à l'hôtel-restaurant Au Pervenche à Chambéry, on a réuni 5 clubs d'affaires et des intervenants et des invités influenceuses entre autres, et aussi notre Miss Excellence Pays de Savoie. Et c'était une super soirée, en tout cas d'excellents retours. Florian qui était là. Tout à fait. Et c'était une très belle soirée. Merci pour ce retour Florian. Avec de belles rencontres. Merci encore pour ce retour Florian. Florian ? Non, oui. C'est bon. Ok. Alors, on va enchaîner avec notre premier invité tout de suite, Sébastien Linde. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, c'est la voiture. C'est ça. C'est la voiture pour les professionnels. C'est la voiture pour les pros. Pour les pros. Ouais, les autres ont rien à foutre. En ce qui me concerne. Alors, on a toujours 3 axes dans l'émission, donc on va essayer de suivre les axes. Ton parcours, c'est quoi ? Avant d'expliquer ce que tu fais là tout de suite maintenant. Alors mon parcours, il était pas dans l'automobile à la base. J'étais dans l'hôtellerie. Non, j'étais dans l'hôtellerie. J'ai commencé à travailler j'étais agent polyvalent dans les hôtels. Et puis petit à petit, donc je suis rentré à faire de la prospection téléphonique dans le grand groupe de la Savoie, dans le groupe Jeanlin. Voilà. J'ai commencé à faire J'ai commencé à faire de la prospection téléphonique. J'ai fait du rendez-vous atelier, donc tout en ligne. Puis après, je suis passé sur la partie, ce qu'on appelle leads, c'est-à-dire toutes les demandes internet qui arrivent ou par téléphone. Voilà, je gérais les demandes pour les véhicules neufs, puis après pour les véhicules d'occasion. Et puis, je suis depuis maintenant presque 2 ans le conseiller commercial Audi Business. Donc voilà, le conseiller. D'accord. Donc tu étais sur les particuliers au départ. Au départ, j'étais sur les particuliers et les pros. Je faisais les deux. Et donc le groupe a voulu faire une cellule qui s'occuperait que des professionnels. D'accord. Où on accompagne justement les pros dans la mobilité de leur entreprise. Ok. Il y a une grosse différence, j'imagine, entre les besoins, les demandes d'un particulier et ceux d'un entrepreneur ou d'une entreprise. C'est différent parce que c'est vrai qu'un professionnel, un particulier et un professionnel, on va bien sûr parler malus du véhicule et consommation et énergie, etc. Par contre, le professionnel, on va parler de la TVS, on va parler d'un financement qui est différent. Sébastien, t'es pas au courant, mais en fait, à chaque fois qu'on dit un gros mot ici, il faut l'expliquer. La taxe sur les véhicules de société, voilà, la TVS. Tout le monde ne travaille pas avec toi, c'est ça. Ils sont pas au courant. Effectivement. Ouais, on a tellement l'habitude de ces dénominations. Donc oui, taxe sur les véhicules de société. On parle réintégration fiscale pour la société. Comment la voiture peut être le moins coûteux pour l'entreprise, parce que une voiture, on le sait tous, qu'on soit particulier ou professionnel, ça a un coût. Mais voilà, moi j'accompagne les professionnels justement pour que la voiture soit le moins coûteux pour l'entreprise. Alors je sais
pas si tu l'as dit, mais toi, tu t'occupes de quelle marque? Je m'occupe de la marque Audi. Voilà, c'est vachement bien. Ça. Ouais, c'est super bien. Les 4 anneaux, c'est le top. Ouais. Donc oui, c'est vachement mieux que Citroën. Ouais. Chaque marque a ses, après, ses avantages, mais il y a quand même sur les marques de voitures, il y a quand même des gammes complètement différentes. Audi, c'est quand même dans le haut du panier. Et c'est ça. Audi, c'est la marque premium du groupe Volkswagen. Voilà, donc en plus de ça, on a plein de nouveaux modèles qui arrivent. Ouais. On a la nouvelle Audi Q6 qui est sortie, on a la nouvelle A5. Est-ce que c'est celle que j'ai conduite? Toi, non. C'était pas l'Audi Q6 à l'époque. Quand on a fait l'événement, il n'y avait pas encore ce modèle. C'était un Q quelque chose, en tout cas. Ça, oui, toi, tu as eu le Q8. Ah, ok. Q8 électrique, et tu as eu aussi, on avait pour la soirée l'e-tron GT. Ok. Du coup, il est restylisé aussi. Bah, c'était très agréable à conduire. Voilà, là, ce sont des modèles électriques. Après, Audi a fait le choix encore de garder certains modèles thermiques. Donc, la nouvelle A5 est en essence ou en diesel. D'accord. Voilà, et puis on a la nouvelle A6 qui arrive en 100% électrique aussi. Parce que c'est un projet, ça, de passer au tout électrique? C'est un peu la tendance que de toute façon, on sait que pour une société, passer en électrique, c'est ce qu'il y a de plus économique. Ouais. Parce que voilà, l'électrique aujourd'hui, c'est ce vers quoi on va. Donc, fatalement, on va plus avoir trop le choix que de passer à l'électrique. Donc, petit à petit, mais voilà, Audi a fait quand même le choix de garder une partie thermique. Pour une entreprise qui a besoin de véhicules, est-ce qu'elle récupère les mêmes avantages avec un thermique et un électrique ou pas du tout? Non, alors les avantages sont pas les mêmes. Oui, effectivement, on a un plafond d'amortissement qui va être plus haut sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. On aura donc cette fameuse TVS qui sera moindre, qui sera même inexistante sur un véhicule électrique, qui sera moindre sur un hybride rechargeable, mais qui du coup sera là un peu plus conséquente sur un thermique, quoi. Ok. Voilà. J'avais vu une certaine marque, alors je sais pas si du coup vous le faites aussi, qui en fait quand on achetait une voiture chez eux en pro, on pouvait amortir à la fois la voiture et les batteries, la batterie à côté. Tout à fait. Ouais, c'est possible. Ouais. Les batteries électriques sur un véhicule hybride ou sur un véhicule électrique est récupérable pour la société. Oui. D'accord. Ok. Voilà. Alors du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu as du démarchage à faire ou c'est les gens qui viennent directement à toi ou Aujourd'hui, je fais beaucoup de démarchage. Ouais. Je fais partie d'ailleurs d'un réseau qui m'aide beaucoup. Je peux le citer. Bien sûr. Donc le réseau Léa, les experts en affaires. Qui a soufflé sa première bougie. Qui a soufflé sa première bougie la semaine dernière. Ouais, exactement. On a eu 200 professionnels qui sont venus nous rencontrer à cette soirée. Voilà, donc le réseau Léa m'aide énormément. Voilà, après effectivement, comme tu dis, le démarchage, la prospection, après participer à beaucoup d'événements, voilà. C'est assez important. Oui, il y a beaucoup d'images. Et puis maintenant, beaucoup de choses sont digitalisées. Donc, on passe moins à la porte de la concession, mais on regarde avant sur Internet, on se documente un petit peu avant, ce qui est normal. On fait ça maintenant bien sûr. Pour tout. Et donc, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, déjà, il n'y a pas la même démarche selon que la personne, si c'est un solo entrepreneur qui a besoin d'un véhicule ou si c'est une entreprise qui a besoin d'une flotte. C'est ça. On n'est quand même pas sur la même demande. On n'est pas sur la même demande. Après, moi, je fais partie, Une flotte, c'est à partir de combien de véhicules? Alors, on considère une flotte à partir de 2-3 véhicules. Voilà, ça commence déjà à être, mais en général, c'est à partir de 3 véhicules. D'accord, ouais. Donc excuse-moi. Donc voilà, en fait, je vais adapter en fonction effectivement du professionnel qui est par exemple en profession libérale ou la grosse société. En plus, je fais partie du coup de la cellule Jeanlin Business, qui est cette cellule dédiée pour les pros. On est plusieurs. Moi, je représente la marque Audi, mais mes collègues vont représenter les autres marques du groupe Volkswagen, Toyota, Hyundai. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques. On est ensemble, on est une équipe. Et ça veut dire que ces marques-là sont en vente exclusivement chez Groupe Jeanlin ou on les retrouve ailleurs? Ils ont leurs propres succursales indépendantes? Alors, il y a la marque et puis Jeanlin est donc le concessionnaire. D'accord. Donc si on veut une Hyundai, c'est chez Jeanlin. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Tout à fait. Une Audi, la Savoie, une Audi, une Volkswagen, une Cupra, une Skoda. Ouais. Alors Jeanlin, par contre, c'est pas qu'en Savoie, c'est très étendu. Savoie, exactement, c'est dans le Rhône-Alpes. On peut retrouver en Isère, on peut retrouver en Haute-Savoie, dans l'Ain, et puis maintenant sur Gap et Manosque aussi. Là-bas, oui, tout à fait. Ça, c'est pas une success story, Jeanlin, sincèrement. Ouais, c'est sûr que. C'est quand même énorme. Voilà. Permet d'avoir aussi un groupe dans lequel le client se sent en confiance. Parce que, oui, carrément. Il y a une réputation derrière, il y a un service, surtout que j'ai pu tester. Et justement, tu fais bien en parler parce que ce que je mets beaucoup en avant, c'est que moi, je suis donc le vendeur
produits exclusifs pour les professionnels, mais il y a toute une équipe aussi derrière moi. C'est-à-dire qu'il y a des experts produits qui sont là pour accompagner les clients dans les essais, dans la livraison, ils ont une connaissance incroyable du produit et des technicités du produit. On a aussi après tout ce qui est le secrétariat qui fait un travail formidable. On a la prépa qui grâce à eux, on livre des véhicules au top. Qui ont été. On a l'atelier, on a le magasin, on a toutes les fonctions support parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a aussi derrière. Qui mérite d'être connu, la fonction support. C'est sûr qu'il y a besoin de toute une équipe pour arriver à ce niveau-là d'excellence. Exactement. Voilà, je suis pas tout seul. Il y a vraiment une vraie équipe derrière moi qu'on voit peu ou pas, mais qui font un vrai travail, un vrai boulot, Et en termes de délai sur du véhicule neuf, ça donne quoi? C'est assez rapide ou... Chez Audi, on est autour de 6 mois à peu près en moyenne. En moyenne, on va être autour de 6 mois pour un véhicule neuf. Est-ce que plus on met d'options et plus ça met du temps? Pas forcément. Non, ça change rien. D'accord. Ok. Donc, le solo entrepreneur qui a besoin d'un véhicule, comment ça se passe? Il y a un rendez-vous à la concession? Voilà, on se contacte ou alors il vient directement, on prend un rendez-vous, on prend le temps de se voir, d'étudier déjà quelle est son envie, parce que un entrepreneur est avant tout une personne qui a peut-être envie d'avoir un SUV, une berline, un break, voilà. Après on fait éventuellement, on va regarder pour faire un essai, pour voir quelle motorisation serait le plus adaptée. Il y a ça aussi. Après il y a toute la partie, comme je te disais, fiscale, où on va regarder qu'est-ce qui est plus intéressant pour le professionnel. Et puis après on fait la configuration en fonction de la couleur, des équipements qui sont. Et ça c'est hyper intéressant, c'est que vous étudiez vraiment avec l'entrepreneur. Exactement. Ce qui va être le plus avantageux pour lui aussi en termes d'impôts, etc. Exactement. Qu'est-ce qui va être le moins coûteux pour l'entreprise, pour son business? Qu'est-ce qui va être le plus le plus cohérent possible et puis le moins cher. Ok. Les deux autres invités, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Vous faites ce que vous voulez. Ok, ça marche. On est très free ici. Donc, Audi. T'as dit un mot qui m'a un peu choqué. T'as dit break. Ça existe encore, les breaks? Le break existe. Quand j'étais petit, j'en voyais dans toutes les rues. Mais là, c'est vrai que ça fait un bail que j'en vois pas des breaks. Ouais. Alors, la tendance veut que le SUV prend de plus en plus de place. Mais le break existe toujours. La nouvelle A6 en électrique se fait en break ou en berline. La 5 aussi, la nouvelle A5. Oui, on a toujours. D'accord. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui te parlent de l'électrique? Non. On essaye de faire un petit peu changer d'avis parce que fiscalement c'est ce que je disais, c'est la solution la plus intéressante aujourd'hui. C'est la solution. Les temps de recharge sont longs sur tes voitures? Alors de moins en moins. Pardon. On va par exemple avoir l'Audi Q6 la nouvelle qui va recharger, qui potentiellement peut arriver à recharger 250 km en 10 minutes. Ah ouais. Sur les superchargeurs. Génial. Donc il y a une vraie avancée là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, les voitures, on calcule plus sur une autonomie. C'est-à-dire que la voiture est capable de faire, 400-500 km d'un trait. On va calculer en fonction du temps de recharge qu'elle va mettre. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait tous, quand on part en vacances, on fait tous une pause. À un moment donné, on fait conseiller de ne pas faire plus de 2 heures de route d'affilée. Donc on fait tous une pause de moins un quart d'heure, 20 minutes. En moyenne, c'est ce qui se fait. Et c'est le temps qu'il faut à la voiture pour recharger. Presque c'est top. Plus de la moitié de son autonomie. On est reparti. C'est ça. Ouais, c'est vraiment génial. J'ai une petite question. Ah, pardon. Oui. T'as la sensation, du coup, sur les aires d'autoroute, si par exemple je suis amené à partir en Bretagne, que tout le long, je vais pouvoir recharger mon véhicule assez facilement, ça se développe, ça se met. Alors, effectivement, le réseau se développe, le réseau de bornes de recharge se développe de plus en plus. Il y a certaines zones qui sont encore un peu qui sont un peu encore en retard sur ce développement-là, mais aujourd'hui, par exemple, l'Audi Q6 est capable de calculer un trajet. Donc, on lui donne l'itinéraire, on lui dit, voilà, je pars d'ici, je veux aller jusque là-bas, je veux pas que tu descendes en dessous de 20% de batterie. Elle va te dire où t'arrêter, combien de temps, si la borne est disponible, etc. Donc il y a une vraie anticipation, il y a un vrai calcul qui est fait par la voiture pour partir serein et se dire est-ce que je vais m'arrêter, est-ce que je vais trouver une borne, est-ce que la voiture est capable de anticiper. Je me mets encore pas mal de freins à faire la transition entre le thermique et l'électrique, même si c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, ça se développe. J'ai des amis pareil qui sont passés à l'électrique et tout, donc ça m'attire.
mais je me mets des freins, tu sais, des freins psychologiques, je me mets un peu des barrières et comme je me dis... beaucoup de monde. Et c'est marrant parce que si je faisais une moyenne, je veux dire, j'ai plus de 90% de mes clients qui étaient frileux à l'électrique, qui aujourd'hui me disent je ne reviendrai plus sur un véhicule thermique. Ouais. Bah mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Déjà, il y a le côté automatique. Oui. Quand on connaît pas et qu'on découvre, alors il y a ton petit temps d'adaptation, mais une fois que tu l'as, t'as plus envie de passer des vitesses, quoi. Voilà, et puis il y a un confort, confort, le silence. Bon, après, c'est sûr que certains me diront, on n'entend plus le bruit du moteur. Oui, c'est vrai, on n'entend plus ce bruit de moteur quand on avait un peu des chevaux sous le capot, où il y avait c'est vrai qu'effectivement, après, mais c'est un autre confort, c'est une autre façon de conduire. Sur l'histoire de l'automatique, je suis désolé, mais quand tu dois traverser le centre de Chambéry à 17h, et c'est ça. Faire première, deuxième, pendant 10 minutes, c'est bon, quoi. C'est génial. Et puis, on n'a pas cette sensation de véhicule qui passe les rapports, c'est toujours linéaire, c'est toujours... Pour le bruit, on m'avait dit non, j'ai vu un témoignage qui était hyper intéressant, qui disait, il y a des gens aujourd'hui qui disent, non, une voiture, c'est censé faire du bruit, c'est pas normal que ça fasse pas de bruit. Certaines personnes sont encore un peu... l'ingénieur en face lui répondait, mais en fait, non, c'est juste qu'à une époque, on savait pas faire des voitures qui font pas de bruit. Exactement. C'est pour ça qu'elles en font. Exactement. Donc maintenant qu'on sait faire autrement, pourquoi on continuerait à faire du bruit? Exactement. Il y a une notion de sécurité aussi, où les gens ils préfèrent entendre un véhicule qui arrive, et du coup dans la rue ils sont plus en sécurité que d'un coup être surpris d'avoir une voiture qui surgit derrière eux. C'est pour ça que les normes font que le véhicule est censé émettre un minimum de bruit. Donc c'est pour ça que souvent on entend un véhicule électrique, parce que effectivement en ville ça peut être dangereux de pas entendre un véhicule arriver. Surtout maintenant on a tous plus ou moins les écouteurs sur les oreilles, on a tous plus ou moins Donc le véhicule, en plus des aides à la conduite qui font que aujourd'hui le véhicule est capable de détecter un piéton, etc. Mais il y a un minimum de bruit obligatoire. Les constructeurs, malgré tout, ont une obligation de générer un minimum de bruit. Oui. C'est une obligation. Oui, d'avoir un minimum. On n'a pas le droit d'avoir un véhicule. Après, je veux bien qu'on soit dans une époque où l'assistanat est de rigueur, mais aussi c'est aux piétons d'être vigilants. Je suis désolé, c'est pas... T'es censé regarder avant de traverser, par exemple. C'est pas, oh mince, la voiture, elle faisait pas de bruit, du coup, il m'a renversé. Non, tu regardes avant d'y aller, quoi. Ouais. Mais ce qui est super, ce que je trouve génial, c'est que quand même, si on revient 25-30 ans en arrière, que t'avais des films futuristes, et que t'avais des bagnoles qui passaient, elles faisaient exactement le bruit des bagnoles électriques d'aujourd'hui. Retour vers le futur. Mais c'est quand même dingue. Les gars ont réussi à anticiper un bruit qui n'existait pas à l'époque. Et j'aime bien pour ça, la science-fiction. Pourtant, la DeLorean n'était pas en électrique. Non, je parle pas de la DeLorean, mais quand ils sont en 2015, alors c'est pas du tout ce qui est arrivé chez nous en 2015, mais quand ils sont en 2015 avec les bagnoles volantes et tout, dès qu'elles passent au sol, elles font exactement le bruit des bagnoles électriques d'aujourd'hui. De l'électrique, comme quoi, ils sont doués quand même ces mecs d'Hollywood. Comment on fait pour te contacter, mon cher Sébastien? Eh bien, je suis donc à la concession Audi de Chambéry, donc sur les bords de la voie rapide. On peut me contacter via le LinkedIn, via téléphone, mail, le site jeanlin.com. Donc on a même d'ailleurs une page sur le site jeanlin.com dédiée qui s'appelle Jeanlin Business, où on va retrouver du coup toutes les marques du groupe, et puis un petit guide fiscal qui va déjà vous donner une première idée à vous les professionnels de quel modèle choisir. Ça promet déjà de donner une première piste. Et après donc LinkedIn, effectivement, Sébastien Linde. Exactement. Et puis on peut se pointer sur place, il y a toujours quelqu'un pour nous accueillir. On a Sarah à l'accueil Et puis ça permet de voir les véhicules en vrai. Exactement. C'est plutôt pas mal. Et puis de proposer un essai. Carrément. Parce que quoi de mieux que essayer un véhicule pour se convaincre. Le piège. Tu peux en témoigner du coup. Je peux en témoigner. On va marquer la première pause. Merci Sébastien, on se retrouve dans quelques minutes. Beaucoup. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et on est de retour, deuxième partie du Nouvel Entrepreneur, et après les voitures, on passe à quelque chose qui n'a rien à voir. Bonjour Florian Gueule. Salut Karim. Comment ça va? La forme. On se remet de la soirée d'hier soir. Ouais, c'était une très bonne soirée. Couché tard, mais ça va. Non, pas si tard quand même. Rentré minuit et demi quand même. Ah ouais, d'accord. Non, je suis rentré plus tôt. Et oui. L'organisateur est rentré plus tôt que... T'avais une émission à préparer. Voilà, on va dire que c'est ça.
Alors, Florian, on est sur un domaine complètement différent, mais on va suivre le même schéma quand même, et on commence par ton parcours, si tu veux bien. Oui. Et après une école de commerce, je suis rentré dans le bâtiment où j'ai eu une évolution pendant une 12aine d'années, stagiaire. J'ai fait aussi de la téléprospection et je suis arrivé jusqu'à commercial et voilà. Et en fait, mon parcours m'a amené en 2018 à avoir les premiers symptômes d'un burn-out. Okay. Et c'est probablement les prémices qui m'ont amené à me recycler sur le projet qu'aujourd'hui je porte fièrement à bout de bras. Ok. Voilà. Donc, on passe direct au projet ou il y a d'autres choses à dire sur le parcours? Non, après j'ai eu une expérience. En fait, vu que c'est une application, pendant toute la phase de développement, après que j'ai écrit tout le cahier des charges, du coup pour préparer l'arrivée de l'application, j'ai pris une mission d'intérim en tant que manager à la Poste. Ouais. Voilà, donc je pilotais une agence de service où en fait j'avais une douzaine de techniciens sous ma direction et on devait intervenir dans différents points de poste dans les deux Savoies pour justement intervenir sur tout ce qui était problème d'informatique, centrale d'alarme, etc. Donc voilà, donc ça m'a permis de rester sur du management et garder le temps de développement. Et donc aujourd'hui, je suis à 100% sur l'application de développement personnel que je partage et que j'ai apprécié de pouvoir d'ailleurs partager avec les conférenciers que tu avais hier soir, parce qu'on était justement sur les mêmes thématiques de mindset, changement de ses schémas de pensée, réécrire un petit peu ses capacités cognitives et essayer de progresser pour devenir une meilleure personne, prendre le dessus sur ses difficultés du quotidien afin de pouvoir améliorer sa santé mentale, sa qualité de vie, etc. Alors l'idée de créer une appli, ça vient d'où? Alors l'idée elle est venue pendant le premier confinement. Je pense que beaucoup on s'est retrouvés pendant cette période à devoir réécrire un petit peu ses schémas de vie. Le premier confinement, ça a été tu prends tout le monde, les gens et leur métier, tu mets tout dans un bol, tu secoues et hop, tout le monde a changé. J'ai rencontré de toute façon plein de monde en 2021, 2022 justement en lançant le projet avec des gens qui m'ont dit pareil, l'idée je l'ai écrit en 2020 et on en est tous là. Et c'est vrai que moi en fait ça a été un petit peu un coup de pied parce que entre mon début de burn-out en 2018, 2020, janvier 2020, licenciement économique, et en mars t'as que toutes les meilleures opportunités de vouloir te reconstruire. Et en fait pour moi l'application a été une continuité de ma reconstruction. Comme j'aime à dire, en fait, j'ai même pas trouvé l'idée de l'application. C'est l'idée de l'application en fait qui est venue me trouver parce qu'elle m'a permis de continuer de me reconstruire personnellement suite à cette épreuve, à continuer à reprendre le dessus, à améliorer ma santé mentale et puis ma manière de vivre. Et donc du coup, en fait, c'est une déclinaison que j'ai voulu partager d'une méthode de travail que j'ai mis en application depuis beaucoup de temps parce que du coup j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui était développement personnel, donc c'est une continuité logique. Et avec du coup le travail que j'ai mis pendant ma reconstruction, j'ai décidé de la mettre en place, la structurer autour d'un outil que je pourrais du coup partager au plus grand nombre et afin que chacun puisse avoir un petit peu une béquille mentale dans sa poche pour pouvoir progresser et avancer dans sa vie. C'est de maintenir un meilleur état d'esprit au quotidien, et autant dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Elle est bien l'image de la béquille mentale dans la poche. Ça se travaille. C'est bien trouvé. École de commerce. Et une application, je veux dire, c'est comment on fait une application en fait? C'est compliqué et en fait j'ai même appris à faire une application en faisant l'application. C'est vrai que on part d'une idée et après... Tu l'as fait toi-même? Alors non, je suis passé par un développeur externe. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une perte de maîtrise dans le développement, surtout quand on a un développeur qui finalement n'arrive plus trop à suivre les idées, qu'à un moment donné, quand il y a des soucis de développement, de toute façon comme tout entrepreneur, quand on confie certaines choses à un prestataire, à un moment donné, il y a vraiment une relation de confiance et de continuité à garder. Donc voilà, donc ça simplifie pas le développement, mais voilà, à un moment donné, il faut confier et déléguer certaines tâches. Je suis pas programmeur, j'ai des notions de développement, donc ce qui m'a permis quand même de pouvoir suivre le travail. Mais donc du coup, en fait, il faut partir d'une idée, écrire un cahier des charges, et après d'avancer sur qu'est-ce qu'on veut proposer. Et en fait, il faut sortir une première version, un petit peu de test pour justement récupérer des retours de premiers utilisateurs, et à partir de là, voir les failles, voir ce qui manque. Et par exemple, moi, la première version, elle est sortie en janvier 2022. Et là, je suis en train déjà de sortir une nouvelle version de l'application pour justement pallier à des notions un petit peu de qualité de contenu, à apporter aussi des notions de tutoriel pour que les gens ils aient une application beaucoup plus intuitive, beaucoup plus explicative pour comprendre comment elle fonctionne, à quoi servent les différentes fonctionnalités, parce que des choses qui nous semblent pour nous intuitives ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc c'est vrai que
c'est la grande difficulté, c'est de réussir à faire un outil qui peut essayer de convenir à tout le monde en dehors de l'idée elle-même. Est-ce qu'elle peut intéresser ou pas les gens, quoi. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'il faut s'entourer, et c'est là où moi qui pensais au tout début mettre derrière mon PC, faire beaucoup de réseaux, etc. par les réseaux sociaux, parce que voilà, quand tu dis une application, tout de suite tu peux toucher la France, voire même tout ce qui était francophone. Et ben en fait, très rapidement, je me retrouvais avec l'isolement professionnel, tout seul à la maison, tout seul devant mon PC. Je me suis aperçu que j'avais beau parler avec des dizaines de personnes chaque jour, en fait, je parlais presque avec personne. Et donc du coup, voilà, à un moment donné, j'ai fait, il faut quand même que j'aille dans des réseaux, rencontrer des gens. C'est pour ça que tes soirées d'ailleurs permettent de faire des rencontres fabuleuses, de mettre des partenariats, plein de choses qui se construisent par la suite. Et je trouve que tout le bonheur de l'entrepreneur se trouve là, en fait, en toutes les connexions qu'on peut créer, les opportunités qui d'un coup viennent. Moi, j'ai des gens qui j'ai vu 6 mois avant qui me disent en fait, je suis en train de mettre quelque chose en place, je viens de repenser à toi, j'ai vu un post à toi, il faut qu'on se revoie. Et en fait, même si dans le digital, beaucoup de choses se construisent aussi sur le terrain, et c'est un gros travail que je fais là depuis plusieurs mois avec tout ce travail de réseau. Et d'ailleurs poussé par les personnes que je rencontre, et l'incubateur Technolac que j'ai rejoint là en mars, et qui m'a encore plus poussé à aller à la rencontre du terrain, et tout se fait ici. Ok, c'est beaucoup de boulot, une appli. C'est beaucoup de boulot, surtout quand on est tout seul, qu'on peut pas déléguer certaines tâches. Ouais. Donc quand on est en phase développement, et ben du coup il faut échanger avec le développeur, tester l'application. Moi, pour aller un peu plus vite, je me retrouve des fois à avoir une nouvelle version à, je sais pas, en fin de l'après-midi. Donc du coup, tu testes toute la fin de l'après-midi, début de soirée ton application, tu te couches minuit, mais comme ça le développeur, il a des retours dès le lendemain pour que ça puisse avancer très vite. En parallèle, il faut que tu répondes à tes partenaires pour mettre en place toutes choses qui peuvent avancer. Il faut gérer les réseaux sociaux. Enfin voilà, et c'est vrai que quand t'es tout seul, il y a une capacité de délégation qui est quand même pas simple, et il faut du coup réussir à bien rester structuré dans ces différentes tâches pour réussir quand même à avancer et pas s'épuiser aussi, parce que ça reste quand même un grand marathon. Moi, le développement de l'application, la première version, ça a pris 1 an et demi. Là, on est presque sur 10 mois pour la V2, et à côté de ça, t'as toute la com, t'as tous les partenaires, enfin voilà, tous ces sujets-là qui sont à faire, et il faut pas les oublier, parce que sinon ton application, en fait, tu peux proposer le meilleur des outils, mais du coup, personne va le connaître, personne va l'utiliser, et c'est dommage. Alors du coup, cette appli, elle s'appelle Sophronitis. Voilà. Et sur Sophronitis, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, Sophronitis, le nom, il vient en fait d'une orchidée, à faire un peu une allusion aussi à la discipline principale que j'ai mis dans l'application, qui est donc la sophrologie. C'est une discipline donc j'ai découvert moi au début de mon burn-out, parce que quand j'ai commencé à aller rencontrer un psychologue, il avait du mal à me faire parler, j'étais pas du tout dans le lâcher prise, j'étais vraiment dans le contrôle et garder les émotions en interne. Donc du coup, la sophro m'a permis de libérer, j'ai pu voir passer au-delà des idées reçues que j'avais de la discipline, qui n'est pas qu'une simple méthode de relaxation, qui est vraiment une solution de travail sur soi, qui permet vraiment d'aller chercher loin dans ses ressources, dans ses connexions, dans ses capacités, de faire le lien entre le passé, le présent et le futur, de manière à accepter ce qu'il faut aussi un petit peu se détacher, se recentrer sur le présent, parce que c'est aujourd'hui que tout se construit, et quand même visualiser le futur pour réussir à se projeter, pour réussir à se mettre en confiance. Et voilà, donc du coup, on retrouve principalement des séances, mais ce que je voulais partager, c'était une méthode, comme je disais tout à l'heure, qui m'est propre, qui donc du coup, par tout ce qui va être travail, donc du coup d'introspection, de réflexion, d'analyse de ce qu'on ressent, pour comprendre pourquoi on le ressent, pourquoi est-ce que d'un coup on est impacté face à une situation. Donc ça peut être sur de la dépression, ça peut être sur du stress, de l'anxiété, perte d'estime de soi, de la fatigue mentale. Enfin voilà, à un moment donné, il y a forcément un enchaînement de situations, des situations passées qui font qu'aujourd'hui on peut être impacté, ou même plus tard on peut passer des années et d'un coup se retrouver à faire des crises d'anxiété, on ne sait pas pourquoi, et en fait c'est un élément déclencheur, un moment de fatigue qui fait un lien avec quelque chose qu'on a connu 15 ans en avant, et il faut le traiter, il faut le trouver. Et en fait tout ce côté travail sur moi que je pratique au quotidien, qui m'a permis de me reconstruire et de faire face aussi aux différentes épreuves en tant qu'entrepreneur, parce que du coup c'est quand même des défis chaque jour que l'on rencontre. La sophrologie me permet d'apporter en fait justement cette discipline, cette méthode de travail, donc combinant avec ce trouver d'introspection qui permet de pouvoir identifier ses blocages, ses capacités avec toutes les questions que j'apporte, et en même temps du coup d'être dans l'entraînement, la mise en pratique. Donc voilà un peu ce que j'apporte. Donc on retrouve principalement des séances
sur différentes thématiques. Aujourd'hui, j'ai des thématiques qui sont orientées sur du quotidien, relaxation, dynamisme, lâcher prise, donc vraiment sur veiller à rester avec un état d'esprit serein. Après, on va être sur de l'émotionnel, gérer le stress, gérer ses peurs, gérer ses émotions. Sur du physique, gérer la douleur, essayer d'aborder un peu plus sereinement aussi des maladies. Je vais prendre un exemple, mais qui va être le cancer. À un moment donné, j'étais abordé par des associations justement avec le cancer du sein, etc., où je vais pas aider à soigner le cancer, mais par contre, il est vrai que en apaisant l'esprit, on va permettre du coup le corps à se mettre dans une autre dynamique, d'accepter certaines choses. Et c'est là-dessus que justement l'application peut venir. Des projets féminins où on peut accompagner du coup dans toutes les différentes phases d'un projet bébé, le postpartum, d'autres femmes qui souffrent aujourd'hui d'endométriose ou justement dans un ou deux projets collaboratifs sur ces thématiques-là, où c'est toujours l'idée d'apaiser la tête dans un premier temps pour permettre déjà d'accepter aussi les impacts qu'on a de sa propre estime avec un corps qu'on trouve dégradé. Ben voilà, en fait, ça permet de conserver une estime de soi, de rester en lien avec sa féminité, avec ses confiances, son estime, et de pouvoir du coup avancer un peu plus sereinement sur différentes difficultés. Et du coup, je vois, t'es toujours à l'affût de partenaires, ou je sais pas comment on peut les appeler. Oui. Il y a plein de choses, autant de partenaires parce qu'on peut faire des offres groupées, après il y a oui, on peut rester sur des notions de partenariat parce qu'il y a toujours à un moment donné un lien qui se crée. Moi, par exemple, j'ai l'application qui se pose dans des box de bien-être où justement il y a différents produits. Et aujourd'hui, on propose aussi des solutions digitales en plus de produits, on va dire physiques. On est sur des partenariats. Par exemple, je pense à plein d'associations ou de groupes sur la QVCT, la qualité de vie au travail. Bon, merci, le grand mot. Merci, j'ai pas eu besoin de te reprendre. Mais j'ai vu le regard. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est des partenariats où on peut mettre en avant l'application auprès de services de RH, auprès du coup de patrons qui veulent proposer des solutions de bien-être, de meilleure qualité de vie, d'aide aussi de support à des employés qui ont du mal à s'affirmer sur un poste, de pouvoir calmer aussi leur charge de mental, de pouvoir progresser sur la gestion de leur stress, des partenariats aussi avec des cabinets de coaching ou même des thérapeutes où aujourd'hui alors l'application elle a aucune vocation justement de venir remplacer un thérapeute. Aujourd'hui c'est vraiment une solution d'autonomie, mais ça n'empêche pas que des fois il faut consulter, être accompagné aussi pour savoir comment mettre tout ce travail aussi en place et identifier des fois ce qu'on n'arrive pas à identifier quoi. Mais voilà des accompagnements où du coup l'application peut être du coup sur un support complémentaire, d'où l'image justement de béquille dans son quotidien, dans toute démarche personnelle mise en place. Alors pour l'utilisateur, donc il télécharge l'appli. Oui. Qu'on trouve sur le Play Store, j'imagine. On trouve sur les Play Store, tout à fait. Okay. Google, Apple. Oui, parce que sinon, je sais pas où on la téléchargerait en fait. Alors il y a d'autres plateformes, mais c'est vrai que voilà, les principales elles sont là, c'est Google et Apple. Ok. Donc on télécharge l'appli. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faut se créer un compte? Alors, on n'est plus obligé de créer un compte. Alors là, il y a une première version qui est actuellement en ligne. Donc, comme je disais, là prochainement, il y a une seconde version qui justement va être sur un concept un peu plus allégé, justement pour les premières approches. Donc le compte qui se créera petit à petit au fur et à mesure de ton expérience. Dès qu'on se connecte, on se retrouve face à un parcours de découverte, d'initiation, qui nous permet de pouvoir découvrir un peu la méthode que je propose ou de s'initier à la sophrologie. Donc je sais qu'il y a des gens qui profitent de ces 10 séances gratuites qui sont proposées pour déjà voir ce que c'est que la sophrologie, découvrir. Des fois, passer le pas aussi d'aller voir un sophrologue. Parce que on sait pas trop à quoi ça sert, il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut combattre et c'est vrai que voilà, avoir une séance, 10 séances, ça permet déjà de voir ce que c'est, ça permet. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit que après avoir fait ce parcours-là, ils ont pris rendez-vous avec des sophrologues. Donc voilà, c'est vrai que c'est un support qui est intéressant de voir tout de suite si on arrive à trouver un support qui nous permet de pouvoir mieux se sentir dans notre quotidien. Et après, donc dans la nouvelle version, on va pouvoir aussi accéder à 3 premières semaines de séances gratuitement encore sur les différentes thématiques que j'ai énoncées tout à l'heure. Et donc du coup, après, si on veut continuer plus loin, on va se retrouver avec du coup des abonnements pour du coup vraiment approfondir son expérience. Donc on va retrouver des questionnaires pour justement partager son expérience, essayer d'être un peu comme sur un journal intime pour partager pourquoi est-ce que la dernière fois j'étais stressé, est-ce que j'ai réussi à identifier quelle situation, le pourquoi, qu'est-ce que j'aurais éventuellement mis en place pour reprendre un petit peu le contrôle de mes émotions. Et puis voilà, quelle est ma relation aussi avec mon stress, par exemple, pendant cette semaine-là, de manière à pouvoir aussi suivre son évolution dans le temps et essayer de pouvoir aussi rentrer un peu dans de l'auto-stimulation, dans l'auto-encouragement, parce que des fois, on n'a pas conscience qu'on est en train de progresser, mais là, on essaie vraiment nous-mêmes, en tant que toute bienveillance, on va répondre au questionnaire. Et si à un moment donné, je dis, tiens, aujourd'hui, je vais mettre 2 et non pas 1,
l'application, on va dire, ta moyenne est en train d'augmenter. C'est peut-être 1 à 1,5, peut-être 2. T'en as pas conscience, mais il y a déjà une progression qui se met en place. Et c'est vrai que voilà, ça permet aux personnes de pouvoir encourager. Et puis voilà, il y a plein d'autres évolutions qui vont venir pour justement améliorer l'expérience utilisateur par la suite, pour justement continuer de guider ces personnes dans ces progressions-là. Alors, on le redit, l'application s'appelle Sophronitis. Tout à fait. Il n'y a pas de piège dans l'écriture. Non. Comme ça se dit. Sophronitis. Et on la trouve sur les stores, Google Store, Apple Store. Après, il y a les liens directement aussi depuis mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est ce que j'allais dire. Et depuis le site internet. Ouais. Le site internet, c'est Sophronitis.com. Ok. Simple. Donc les réseaux sociaux, les Play Store, le site internet, l'annuaire. Oui. Non. Si, probablement. Google, comparé après avec la Google Market. Enfin voilà, normalement, on devrait assez facilement me retrouver. Juste une petite alerte sur Instagram, je me suis fait pirater ma page l'année dernière. Ouais. Donc du coup, il y en a 2. Donc c'est .app et non pas .app. Mais voilà, de toute façon, il suffit de voir, il y a une page qui est toute bizarre, et puis il y a une page qui est animée tout récemment avec des stories d'hier soir. Ok, des stories d'hier soir, je sais de quoi tu parles. Merci beaucoup, Florian. Karine, on marque la deuxième pause et on termine juste après. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et on y va pour la troisième partie du Nouvel Entrepreneur, avec cette fois-ci encore un domaine complètement différent. Mais on va essayer de faire une transition un peu hasardeuse quelconque. Ça va, Florian ? Ça va très bien. Et je pense que Charles, il va bien aussi. Ça va super bien. Mais quelle magnifique transition. Donc, Charles Gremillon. Absolument, oui, tout à fait. Bienvenue, comment ça va ? Ça va super bien, toi, Karim. Ça va super bien aussi. Et on va encore une fois suivre le même schéma, si tu veux bien. Bien sûr. Et on va commencer par ton parcours avant d'arriver à ce que tu fais maintenant. Ok, pas de problème. Alors, concernant le parcours, c'est la question que je me posais tout à l'heure, comment j'allais aborder un petit peu le sujet. En fait, le leitmotiv, il a toujours été de pouvoir emmener mon activité avec moi, un petit peu sur le dos. En fait, j'ai rencontré ma compagne quand on habitait en Pologne il y a une dizaine d'années. Ok. Le chemin faisant, on s'est retrouvé en Pologne. J'ai rencontré ma compagne là-bas qui est française. On me demande souvent est-ce qu'elle est polonaise ? Absolument pas. Le hasard de la vie a fait qu'elle est française et que je l'ai rencontrée là-bas. Et en fait, il y a toujours une notion sur mon parcours de mouvement. Et le fantasme que j'ai toujours eu, c'était de pouvoir réussir à emmener mon activité avec moi, où que je sois. Tu vois. Et à ce moment-là, quand j'habitais en Pologne, quand on travaillait là-bas, j'ai commencé à découvrir un peu les premières personnes qui travaillaient sur Internet. J'ai rencontré Olivier Roland, qui avait les premiers blogs, les types qui travaillaient sur Internet, et ça m'a vachement attiré. Je me suis dit, il y a un potentiel. Si j'arrive à faire le nécessaire, à apprendre et à essayer de comprendre comment ils s'y prennent, peut-être que je pourrais un jour réussir à emmener mon activité avec moi. Et donc j'ai travaillé fort sur le sujet. Après que ma compagne a quitté la Pologne, on est rentré en France. Après, on est parti habiter en Afrique du Sud. Ok. Donc chemin faisant, on s'est baladé. La bougeotte, il y a toujours une notion de mouvement et d'emmener l'activité avec soi. Et donc on est resté quelques temps là-bas, on est revenu, et puis chemin faisant, le temps passant, j'ai appris de comment pouvoir utiliser un ordinateur pour pouvoir travailler dessus, tu vois, pour pouvoir emmener mon activité avec moi. Et plus tard, cette expérience, toutes ces connaissances m'ont permis en fait d'être embauché dans un grand groupe à Lyon, où j'ai eu des très très grosses responsabilités marketing. C'est tout bon. Oui. J'ai eu de très grosses responsabilités marketing dans ce groupe. Donc, on gérait j'étais amené à gérer une quinzaine de leviers d'acquisition dans mon quotidien. Et que ce soit TikTok, Google, Instagram, Facebook, je gérais tous ces leviers. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. C'est que j'ai capté en fait que Google, parmi tous ces leviers, tous les leviers d'acquisition qu'une entreprise peut utiliser pour promouvoir son activité, en fait, j'ai capté que Google, c'était vraiment le plus puissant. C'était avec des statistiques qui sont extrêmement bien entretenues, N-1, N-2, avec un pilotage de leviers d'acquisition journaliers. On gérait à peu près une quinzaine de leviers d'acquisition dans le quotidien, avec des budgets de dépenses qui étaient assez élevés, des statistiques extrêmement précis. Et en fait, quand on faisait l'analyse à la fin de l'année
sur des stats entretenues N-1, N-2, ont constaté que Google, on va dire les deux principaux leviers de Google, qui sont à la fois le référencement naturel à gauche et la publicité Google Ads à droite, il s'est avéré que sur ces 15 leviers, entre 15 et 20 leviers pilotés, quand on faisait les bilans à la fin de l'année, les taux de transformation client étaient les plus élevés sur Google. Ok. Et donc à ce moment-là, dans mon cerveau, j'ai vraiment une petite lumière qui s'allume. Parce que en travaillant là-bas, je suis monté fort en compétence sur le sujet. Et je me suis dit, bingo, j'ai trouvé, on va dire, j'ai trouvé ma voie. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ça, je me régale. Je vois que l'entreprise dans laquelle je travaille a d'excellents résultats. Donc je me suis dit, on est en sortie de Covid. Ça fait déjà 6, 7, 8 ans que je travaille sur Internet à tenter plein de choses. Et je me dis, là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Tu vois. Donc, sortie de Covid avec ma compagne, on file à la campagne. On habite dans un petit village pas loin du lac d'Aiguebelette à la campagne. Je me suis dit, je vais lancer mon activité dans ce sens. Et je vais voir si ça peut plaire à des entreprises. Est-ce que déjà j'ai un savoir-faire qui est suffisamment percutant. Oui. Est-ce qu'il y a de la demande sur le sujet? Et il s'avère que dès le premier mois, en fait, l'activité était performante. J'avais beaucoup de demandes entrantes. Et là, c'est parti, tu vois. Ok. Et donc, c'est vachement bien, ça. Bah ouais. C'est pas tous les jours. Je me rends pas compte. Je te le dis. Ok. Super. Voilà. Moi, merci. Allez, bonne journée. C'était vachement intéressant. On n'aime pas trop les gens qui réussissent trop tôt. C'est énervant, ça. En fait, avant d'avoir les premiers succès, donc on va dire une activité qui est fonctionnelle, il a fallu, ça fait 10 ans que j'ai attaqué à tenter de trouver ma voie, de trouver quelque chose qui allait être pertinent pour moi, dans laquelle je pouvais avoir du sens dans ma vie. Après avoir fait beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais, beaucoup d'apprentissage, c'est seulement 7 ans après que dès le premier mois, ça a été fonctionnel. Tu vois. Donc, c'est pas seulement, on va dire, avoir une activité dans laquelle on a des compétences et des connaissances, c'est aussi comment la vendre, comment l'expliquer aux gens, comment créer de la pédagogie autour de ça, comment trouver la bonne cible, les bonnes entreprises à qui je pourrais parler de ça. Donc c'est vrai, en effet, je suis ravi que dès le départ, ça ait fonctionné, mais ça a mis du temps pour en arriver là. D'accord. Alors du coup, ça s'appelle comment? Le nom de mon entreprise s'appelle Gaston et Lucette. Déjà, c'est original. Donc, tu peux taper très bien Gaston et Lucette sur Google, tu trouveras très facilement. Anciennement, ça s'appelait le Web Marketing Club. Donc, j'étais à la tête du Web Marketing Club. Il y a eu une transformation il y a 2 ans. Maintenant, c'est devenu Gaston et Lucette. Et c'est vrai qu'en effet, on me dit souvent que c'est un nom un petit peu original. Mais oui. Ça vient d'où, Gaston et Lucette? Alors, je vais pas te mentir, c'est une question qu'on me pose 3 fois par semaine. Ouais, j'imagine. Et j'aime répondre que est-ce qu'on est obligé d'avoir une réponse ou une explication à tout? Ça veut dire. Ici, oui. Très bien, non, je déconne. Je déconne, tu fais ce que tu veux. En gros, j'aime Gaston et Lucette, c'est des prénoms qui sont un peu à l'ancienne. On est d'accord, tu vois. Ouais. Et j'aime me dire qu'en fait, on n'a rien inventé. Moi, mon métier aujourd'hui, il est de faire. Je me considère un peu comme un publicitaire, à la fois lié au référencement naturel et à Google Ads. Mon univers, il est Google. Mais j'aime me dire qu'on n'a rien inventé. La publicité, elle existe depuis la nuit des temps. Et j'avais envie de marquer le coup avec le nom de ma boîte en mettant un peu des noms à l'ancienne, que en fait les techniques marketing, les techniques de copywriting, les techniques publicitaires, les techniques de vente, en fait, existent depuis toujours. Il y a 500 ans, sur les marchés, on mettait des pancartes pour dire t'achètes 3 pommes, t'as la 4e gratuite. Ouais. Tu vois. Donc en fait, on n'a rien inventé. Et c'est juste adapté. Voilà, c'est ça. Je veux dire que les canaux publicitaires ont évolué, mais j'aime faire ce petit clin d'œil au temps ancien. C'est souvent un nom décalé par rapport à l'activité. Ça a du charme. Très bien. Tu trouves que le nom Gaston et Lucette a du charme, du coup? Alors, je dirais pas que Gaston et Lucette ont du charme, on se connaît pas assez. Mais en tout cas, le nom Gaston et Lucette pour une activité dans le digital, ouais, carrément, en plus, ça interroge. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Il y a déjà là une action un peu de curiosité qui se met derrière. Super.
Merci. Mais je t'en prie. J'imagine que c'était un peu l'objectif initial. Ouais. Non, mais c'est vachement bien. Mais j'aime bien, moi, les boîtes qui ont des noms. Je sais pas, mais c'est l'exemple le plus flagrant. Mais un gars qui vend de l'électroménager et qui appelle sa boîte boulanger. Bon, on s'y attend pas forcément, tu vois. mais j'aime bien ces trucs-là, ouais. Donc, du coup, l'activité c'est pas trop modifié sur les 3 dernières années. On va dire que mon cœur d'activité, l'activité, elle repose donc sur Google. À gauche, on va avoir le référencement naturel. À droite, on va avoir Google Ads. Moi, je ne fais exclusivement que ces 2 choses. Si un client demain me sollicite en me disant « Charles, j'ai besoin de pimper un peu l'activité en faisant venir plus de monde sur mon site internet depuis Facebook », on pourra pas travailler ensemble. Ouais. C'est ce que je dis souvent, c'est que Mbappé, s'il gagne aussi bien sa vie, c'est parce qu'il fait que du foot. S'il faisait du handball, du volleyball, du ping-pong et du basket, en fait, il serait pas fort, il serait mauvais dans toutes les disciplines. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une expertise très forte sur le sujet, c'est parce que je ne travaille que sur Google. Ouais. Donc aujourd'hui, l'activité se comporte très bien. Est-ce que tu as besoin que j'apporte des précisions sur justement, on va en parler. C'est que avec des exemples, ça peut être sympa. Je vais en tout cas une mise en situation. Quelqu'un qui te contacte en disant voilà, moi mon site, je l'ai fait, je le trouve super, mais j'ai l'impression que ça m'apporte rien en termes de clientèle ou même de lead ou quoi que ce soit. C'est là que toi tu peux intervenir. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans un premier temps, parce que tu me dis t'as un site internet, mais moi, ce qu'il faut faire, il faut que je fasse connaissance avec toi, parce que tu me dis t'as un site internet, mais je connais pas ton business model. Donc, donne-moi un exemple de business model, par exemple. Ah, là maintenant j'ai un magasin de chaussures. T'as un magasin de chaussures, donc en physique, tu reçois en vrai dans ton magasin. Ouais. C'est ça? Ok. Donc, globalement, on va différencier 4 types de business model. Le premier, classique, c'est tu as un e-commerce en ligne, tu vends des produits en ligne. Ça, c'est un e-commerce. Deuxième type de business model, tu as besoin de générer des contacts qualifiés entrants pour ton activité, ce qu'on va appeler des leads. Troisième type de business model, c'est en effet des points de vente physiques, type shop, comme tu viens de le mentionner. Et quatrième type de business model, ça va être en général le téléchargement d'applications mobiles. D'accord. Donc globalement, dans le cadre d'un client entrant, il va 99% du temps respecter un de ces 4 business models. Donc moi, dans mon cerveau, bim, j'ai quelque chose qui se déclenche tout de suite, c'est que je sais quelle voie prendre pour drainer pour toi. Donc tu as un shop physique, et tu as besoin, ou un restaurant, ou dans le cadre, tu veux drainer du monde, il va y avoir des stratégies spécifiques qui vont se mettre en place. Donc on peut utiliser soit le référencement naturel, soit la publicité. Dans un premier temps, on va plutôt s'orienter vers la publicité pour toi, avec une apparition sur des mots-clés spécifiques et, dans ton cas, une apparition plutôt sur la map de Google pour générer des demandes d'itinéraire. D'accord. Donc, tu vends des chaussures, c'est ça tu disais? Donc, par exemple, je me trouve à Chambéry, je recherche une jolie petite paire de sneakers, je vais taper magasin sneakers Chambéry, tu vois. Je sais pas quels sont les magasins à proximité. Tu vas être influencé par la map, tu vois, tu vas regarder la map, tu vas être influencé à la fois par les avis, mais aussi par les magasins qui sont les plus près de toi. Tu vois. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir te faire apparaître le plus haut dans la map, tu vois, en sponsored. D'accord. Et nous, derrière, on va calculer la rentabilité de nos actions avec le nombre de demandes d'itinéraires. D'accord, ok. Donc voilà, il y a plein de stratégies comme ça qui peuvent se mettre en place. Donc dans le cadre de ton shop qui vend des chaussures, au bout de 30 jours, on va analyser les résultats de nos actions. On va analyser combien de demandes d'itinéraire, combien nous coûte une demande d'itinéraire. Est-ce que toi, du coup, en shop, tu as constaté une hausse de ton chiffre d'affaires sur ces 30 jours? Est-ce que tu l'as vu dès le départ? Est-ce que tu l'as vu en courbe ascendante de croissance? Voilà, et c'est ça qui est important. Ok. Voilà. Et si, alors, je pousse un peu le truc. Vas-y, feu. Donc moi, j'ai mon magasin de chaussures. Ouais. Tu as fait ce qu'il fallait sur Google pour m'envoyer du monde. Yes. Et puis je te dis derrière, écoute, il y a plus de monde qui est venu, mais j'ai pas fait plus de chiffres. Oui. Et dans ce cas-là, là on est d'accord. Est-ce qu'on remet du coup la responsabilité sur moi, alors, en disant c'est peut-être que t'es un mauvais vendeur, je sais pas. Non, mais on va dire que il n'y a
aucune responsabilité. On va dire qu'on va être toujours dans un process d'amélioration. C'est-à-dire que si on constate qu'il y a de la demande d'itinéraire, ça veut dire que le process il est fonctionnel. Si tu draines plus de monde, on va dire que on peut faire un double constat, c'est que le process il est tout autant fonctionnel. Tu draines plus de monde. Ouais. Peut-être qu'on va s'orienter vers est-ce que à l'accueil de ton shop, la vendeuse elle est assez souriante. Est-ce que du coup tes produits sont à bon tarif par rapport à ce que fait la concurrence? Est-ce que y a quelqu'un qui ouvre la porte de ton prospect quand il arrive? Peut-être qu'on peut améliorer le service pour faire une amélioration d'une augmentation de ton chiffre d'affaires. D'accord, donc en fait, il y a d'un côté tout ce qui va être chiffrable par les stats etc. C'est ça. Et derrière, si le CA n'a pas bougé malgré les performances, on peut aller plus loin et dire, OK, maintenant on va voir comment ça fonctionne dans ta boutique. Quoi. Exactement. L'objectif... alors là, tu prends un business model qui, on va dire, c'est pas un business model marginal, mais c'est un business model que je rencontre, on va dire, à 20% dans les demandes entrantes de clients de mon côté, parce qu'elles sont souvent tournées autour de à la fois e-commerce et à la fois demande de lead entrant. Parce que le shop physique, il n'a pas de site internet. Il en a peut-être un, mais son chiffre d'affaires va surtout se dégager par les clients entrants dans le shop, parce que le travail est différent. Mais c'est ça, on va dire, on va entamer un process global pour que le chiffre d'affaires augmente en fait. Ok. Ouais. C'est ça. Et j'imagine que c'est différent selon la personne que tu as en face de toi, mais c'est des missions qui peuvent durer combien de temps? Moi, ce que j'aime faire, c'est au moins 6 mois. Parce que, en fait, là, je t'ai parlé de publicité, Google Ads, mais moi, j'aime entourer mes clients sur les deux sujets, qui sont à la fois le référencement naturel et à la fois la publicité. J'aime entourer sur les deux sujets. Là, je t'ai parlé que d'Ads avec les demandes d'itinéraire en sponsored, mais j'aime accompagner sur les deux sujets, à la fois référencement naturel et à la fois Ads. Et pour avoir des courbes ascendantes de croissance qui sont assez élevées, avec le référencement naturel, il faut compter 6 mois. Donc j'aime entourer sur ces deux sujets et générer des collaborations qui vont durer aux alentours de 6 mois. D'accord, ok. Voilà, ouais. Et au bout de 6 mois, ça peut aller plus loin. Je sais pas. Oui, bien sûr. J'ai des collaborations. Ça marche bien. Moi, j'ai envie que ça continue de marcher. J'ai plusieurs collaborations. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. D'accord. Mais je veux dire, pour faire un calcul précis de la rentabilité globale du processus, il faut qu'on puisse se fixer 6 mois. Pour qu'on puisse analyser les courbes, qu'on puisse analyser les chiffres. Les bilans, on les fait évidemment tous les 30 jours. Mais au bout de 6 mois, on aura, on va dire, un résultat global qui permet de tirer des vraies conclusions. Ok. Alors, pour entrer en contact avec toi, comment on te trouve? Tu tapes gastonetlucette.fr. Tout attaché. Tout attaché. Ou alors tu tapes Gaston espace et espace Lucette sur Google. Tu vas trouver mon site en premier. N'hésite pas à cliquer. J'imagine que tu es bien référencé. Je suis plutôt bien référencé, même si mes concurrents sont tout aussi bien référencés. Mais tu tapes Gaston et Lucette sur Google, ou alors tu vas sur LinkedIn, tu tapes Charles Grémillon. Charles Grémillon, c'est mon nom et mon prénom, et tu rentres en contact avec moi. On s'écrit en DM. Ok, au top. Merci beaucoup, Charles. Avec plaisir, merci de ton invitation. Mais je t'en prie, merci aussi à Florian et Sébastien. Merci à toi, Karim. Mais je vous en prie, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous. On va se laisser là-dessus. On se retrouve dans 2 semaines, je crois. Et d'ici là, une bonne journée à vous et un très bon week-end. Radio Grand Lac. Votre radio.